Bonjour, aujourd'hui Handicap Solidaire et accueille sur les radios Kiltirel une invitée, Marie-Françoise Robert. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à toi, Denise. Alors, deux petits mots pour te présenter, s'il te plaît. Oui, alors moi je suis psychosexologue. Psychosexologue, c'est quoi exactement? Alors, psychosexologue, en fait, c'est un jumelage entre la psychologie et la sexologie, c'est-à-dire que j'ai ces deux casquettes et du coup j'ai fait une formation pour pouvoir les rassembler ensemble. D'accord. Ce qui veut dire que concrètement, tu es psychologue? Concrètement, je suis psychologue de formation et j'ai suivi une formation en sexologie qui me permet aujourd'hui de pouvoir suivre les personnes et les patients, autant dans le domaine psychologique que dans le domaine de la sexologie. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus? À quel moment et pourquoi va-t-on consulter une psychosexologue? Alors, on peut la consulter pour plein de moments de la vie, du moment que l'on sent que l'on n'est pas épanoui dans sa vie, que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit dans sa vie familiale, que ce soit dans sa vie sexuelle aussi. D'accord. Mais la sexualité, ça reste tabou encore à l'heure actuelle? On en est où? Alors, la sexualité est souvent mal définie. Parce que quand on parle de sexualité, tout de suite on pense au rapport sexuel. C'est-à-dire qu'on a réduit la sexualité au rapport sexuel. Alors que la sexualité, c'est beaucoup plus que ça. Donc il y a le rapport sexuel, il y a effectivement, on va dire, un dialogue entre deux sexes, mais il y a aussi plein d'autres domaines. C'est-à-dire il y a plein de dimensions. Il y a une dimension corporelle, il y a une dimension physiologique, il y a une dimension anatomique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension religieuse. Donc voilà, c'est vraiment plein de dimensions. Il y a une dimension aussi du consentement, on en parle beaucoup actuellement du consentement. Donc voilà, c'est plein de choses. Il y a plein d'éléments dans la sexualité, c'est pas juste réduit à cette peau de chagrin du rapport sexuel qui finalement ne permet pas aux hommes et aux femmes de pouvoir avoir accès à la sexualité qui peut passer par des câlins, qui peut passer par des rapports non pénétrants, qui peut passer par des rapports où il n'y a pas de relations sexuelles. Voilà, la sexualité, elle va au-delà finalement de la définition du rapport sexuel. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur le handicap et la sexualité? Certaines pathologies peuvent induire, par exemple, l'hypersexualité, l'hyposexualité. Comment s'adapter, comment vivre avec cela, en fait? Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucune norme à la sexualité. C'est-à-dire que les personnes handicapées, qu'elles aient un handicap même mental, ont le droit d'avoir une sexualité, puisque on est tous faits pareil. On a tous des hormones, on a tous de la puberté, on a tous des envies, on a tous des désirs. Effectivement, en fonction des pathologies, c'est un peu plus, pas compliqué, mais c'est différent. La sexualité, elle est différente. C'est-à-dire, par exemple, pour la bipolarité, la sexualité va, on va dire, va avoir accès à un moment d'euphorie, quand la personne est dans son côté hyperactif. Donc là, la sexualité va être hyper sexuelle, c'est-à-dire qu'il va faire qu'y penser tout le temps. Il va avoir vraiment une pensée presque maladive de la sexualité. Il va avoir envie d'aller la consommer, cette sexualité, mais sans réellement avoir du plaisir. Parce que derrière, c'est pas parce qu'on est hyper sexuel qu'il y a du plaisir derrière. C'est juste presque une mise en danger par la sexualité. Il peut avoir envie de plusieurs partenaires. Il peut avoir envie finalement de vivre une sexualité avec une masturbation qui devient excessive et qui peut même l'empêcher finalement d'être dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment une pensée à la sexualité qui est liée à la pathologie. Comme il est hyper tout, parce que le bipolaire dans sa phase hyper, il est hyper tout. Donc il n'est pas que hyper sexuel, c'est un héros, enfin il se croit héroïque, il peut déplacer des montagnes, donc il peut le faire aussi dans la sexualité. Et effectivement, quand il est en phase de dépression, il va avoir une sexualité qui va être plutôt hypo, c'est-à-dire qui va être presque inexistante. Donc les bipolaires vont passer de phase hyper où ils peuvent finalement être des super-héros à une phase où finalement ils vont aller se cacher dans une grotte et ils auront accès à plus rien. Et donc il est important pour les personnes qui sont bipolaires de pouvoir déjà découvrir toutes ces facettes d'eux, c'est-à-dire découvrir comment ils fonctionnent. Et les traitements, souvent, vont aider les personnes bipolaires à pouvoir retrouver une sexualité parce que du coup, leur humeur va être stabilisée. Si l'humeur est stabilisée, le rapport sexuel va être aussi plus stabilisé. Parfois, effectivement, il faut toujours penser à en parler à son psychiatre parce que c'est lui qui vous
voilà, qui va traiter la bipolarité. Et c'est à lui, finalement, de faire attention à quel médicament il peut proposer à une personne bipolaire pour qu'elle ait accès aussi à sa sexualité, puisque certains médicaments vont vous emmener à une baisse de libido. Par contre, certains autres médicaments vont vous amener à une hypersexualité aussi. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Pour la sexualité en tout cas, mais c'est du cas par cas pour tout le monde, je veux dire, ça c'est vraiment la norme de la sexualité, c'est qu'il n'y a pas de norme, elle est unique à chacun, quelles que soient nos particularités. Donc que l'on soit bipolaire ou pas, on a une sexualité tous différente, et c'est à nous à faire de notre mieux pour découvrir notre sexualité, et pour qu'elle soit épanouissante et nourrissante, c'est ce que je dis à la plupart des personnes. C'est pas le problème, enfin voilà, il n'y a pas de souci avec le handicap, c'est simplement à quel moment j'ai accès à une sexualité épanouissante et qui me nourrit tous les jours. Et à quel moment elle n'est pas, et dans ces cas-là, il est important d'aller voir des professionnels. Oui, tout à fait, là tu décris très bien lorsque tu prends l'exemple de la bipolarité, puisque tu conclus en disant quand la personne elle est traitée, il y a une stabilité qui fait que on ne passe pas par ces phases d'hypersexualité et d'hyposexualité. J'ajouterais également, je ne sais pas ton avis, que c'est aussi peut-être très important d'en parler au sein d'un couple, puisque moi je connais une personne bipolaire où son compagnon a osé lui demander « mais t'en es où au niveau de ta sexualité? Est-ce que c'est une addiction que tu as connue, tu connais encore actuellement ?» Donc des sujets délicats qui peuvent être abordés, au contraire, ça permet aussi à la personne bipolaire de mieux se connaître, d'en parler si elle le souhaite, et de partir sur des bases saines, si on peut dire. Tout à fait. C'est vrai que pour le couple, ça peut être effectivement compliqué pour le partenaire de ne pas comprendre le fonctionnement de sa partenaire. Parce qu'effectivement, ça peut amener à avoir peur aussi de sa sexualité. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur la bipolarité, et c'est vrai qu'on a tendance à voilà, peut-être faire peur avec cette ambivalence, d'un coup je vais bien, d'un coup je vais moins bien, et effectivement parfois les traitements ne permettent pas aux bipolaires d'avoir accès à leur sexualité telle qu'elle devrait être, puisque le médicament a quand même une tendance en effet secondaire finalement à baisser la libido. Donc il est important pour le couple effectivement d'en parler, mais il est important aussi pour ce couple de finalement mettre plein de choses en place. Là, il peut simplement garder du contact ensemble, bien se tenir par la main, faire des petits gestes, des câlins aussi, c'est très important pour la relation intime. Parce que justement, quand on est avec une personne où ça peut passer du blanc au noir très rapidement, il est important pour l'autre de savoir à quel moment il est bien de la laisser dans son espace aussi, même si lui n'a pas les mêmes envies. Il faut savoir qu'il n'y a pas rarement de couples qui vont avoir envie en même temps de la sexualité, que ce soit pour les personnes qui ont un handicap comme les personnes qui n'en ont pas. La sexualité, c'est pas quelque chose qu'on commande comme ça. On n'a pas une télécommande de dire « tiens, maintenant, tous les deux, on aura envie en même temps ». Non, on a tous des hormones. Nos hormones, elles se diffusent différemment dans notre corps. Et il peut y avoir plein de facteurs qui vont faire qu'elles vont à un moment être plus présentes et à un moment être moins présentes. Oui, parce que les hormones, c'est pas juste quelque chose qui fonctionne classiquement. Il y a plein de facteurs pour jouer sur nos hormones. Là, le stress, parfois il y a aussi le fait d'être peut-être dans une vie trop active, de ne pas penser à soi. Enfin voilà, il y a plein on va dire, c'est multifactoriel la sexualité. Il y a plein d'environnements qui peuvent être défavorables à une sexualité, qu'on ait ou pas une différence au niveau au niveau de soi, en fait. Justement, là, je pense à un ami schizophrène, justement, qui me parlait de ses difficultés sexuelles, une baisse de libido par moment, et qui se disait, finalement, peut-être, si je rencontrais quelqu'un ayant la même pathologie que moi, ce serait peut-être plus facile d'en parler. Tu en penses quoi ? Alors, c'est peut-être plus facile d'en parler. Après, pour la schizophrénie, c'est vrai que le lien relationnel est toujours compliqué avec le sexe opposé, parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre, et parce que pour lui, déjà, il faut déjà qu'il arrive lui à se comprendre comment il fonctionne. Après, c'est ce que je dis, les relations amoureuses, ça se construit ensemble, qu'on ait ou pas une pathologie. C'est-à-dire qu'il y a des schizophrènes qui ont une vie complètement classique, avec une personne avec laquelle il est amoureux. Et c'est en fonction vraiment de chacun, c'est vraiment à chacun déjà de se découvrir pour la personne, qu'elle soit schizophrène ou pas. Il faut se découvrir anatomiquement. Et le moyen de se découvrir à l'heure d'aujourd'hui, c'est la masturbation. Plus on va dans la masturbation, plus on peut se découvrir réellement qui on est intimement, comment on fonctionne. Et quand on sait comment on fonctionne, il est plus facile de le dire à l'autre. Et c'est peut-être lui dire juste que effectivement il a une pathologie, elle est présente, elle est là, il apprend à vivre avec,
et que plus lui va apprendre à vivre avec, et plus il sera facile pour lui après de co-construire avec son partenaire, qu'elle le soit ou pas. Parce que parfois, ça peut être aussi compliqué de schizophrènes qui se rencontrent. Parce qu'ils ont chacun leur peur, chacun leur façon de fonctionner, en fait. Et c'est pas toujours... pas parce qu'ils se connaissent et qu'ils connaissent leur pathologie qu'ils vont co-créer une sexualité qui sera fonctionnelle. D'accord. Ça reste forcément tabou? Comment faire justement quand on rencontre quelqu'un? Comment annoncer son handicap, que ce soit psychique ou autre? On peut avoir aussi des pathologies au niveau du dos, par exemple, et que ça pose des soucis lors des rapports sexuels, par exemple. Oui, à quel moment l'annoncer? Alors, est-ce qu'il y a un moment pour l'annoncer? En fait, il y a un moment, il faut en parler de toute Exactement, façon, puisqu'on sera face à l'évidence. Puisqu'on sera face à l'évidence qu'on ne peut pas à un moment tromper l'autre et se tromper soi-même, parce que finalement, c'est soi-même qu'on se trompe là. Si on ne dit pas à son partenaire, par exemple, si on a des douleurs, parce qu'on a une maladie qui ne nous permet pas d'avoir un rapport sexuel sans douleur, si on ne le dit pas à son partenaire, c'est qui qu'on trahit là, finalement? C'est soi. Donc, ce qui est important, c'est est-ce qu'on a envie de se trahir pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'on a vraiment envie de vivre une sexualité avec cette personne, avec notre particularité. Et comme on a une particularité, c'est un moment de co-création ensemble. Et plus on va co-créer, plus on va communiquer, plus il sera facile finalement pour le partenaire aussi de pouvoir lui se positionner, savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et c'est important de poser les limites effectivement quand il y a des pathologies où il y a de la douleur. La sexualité, comme la vie, ne doit pas être douloureuse. S'imposer une douleur au rapport sexuel peut finir par entraîner du vaginisme. C'est-à-dire que le corps à un moment, enfin c'est quand même un muscle, notre vagin, et à un moment le vagin, si on l'oblige à aller dans quelque chose de très inconfortable, il peut se fermer et la pénétration ne peut être définitivement impossible. Et après, il faut une rééducation pour revenir à pouvoir de nouveau accepter la pénétration. Donc il est vraiment très important, quelle que soit sa pathologie, du moment où on commence à avoir des douleurs au rapport sexuel, de ne pas s'obliger à les faire. Déjà peut-être d'aller voir un gynécologue, parfois un dermatologue aussi peut nous aider, parce qu'il y a des fois des maladies de peau qui sont spécialisées à la vulve, qui pourraient permettre au sexe de l'homme, qui pourrait permettre finalement de savoir si c'est physiologique, c'est-à-dire si cette douleur elle est liée à quelque chose, à une maladie, à une pathologie. Et dans ces cas-là, quand on sait pourquoi on a mal, là on va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va trouver une façon d'aller dans la sexualité pour éviter d'avoir mal. Parce que c'est important de ne pas avoir mal pendant le rapport sexuel. Il faut que ça soit quelque chose, même pas par rapport au contact, il faut toujours que ça soit quelque chose qui nous amène à être bien. Ça doit amener vers un bien-être, pas vers la douleur. Est-ce que tu peux on en a parlé tout à l'heure, mais nous en dire plus ton regard par rapport au handicap? Alors, mon regard par rapport au handicap est que moi, je trouve alors d'aujourd'hui que le handicap doit se plier à la société, c'est-à-dire qu'on a cette impression qu'il y a une course, pour eux en tout cas, de vouloir aller dans cette normalité qui pour moi n'existe pas. Il n'y a pas de personne dite normale. Et on est tous avec des particularités, quelles qu'elles soient, plus ou moins présentes, mais on a tous des particularités. Et en fait, il faudrait que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on fasse plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que la société commence à se dire, ok, comment je peux accueillir le handicap? Comment je peux accueillir qu'un autiste ait envie d'une sexualité? Comment je peux accueillir qu'un bipolaire ait envie d'une sexualité? Et envie de vivre, tout simplement, parce que la sexualité, c'est aussi une vie, c'est une façon d'aller dans son corps, et puis c'est une façon aussi peut-être de sortir de ce corps, de se dire que ce corps qui est peut-être douloureux, à un moment, il peut donner du plaisir. Et ça change la donne pour la personne qui le vit, de savoir qu'elle peut avoir du plaisir malgré ce qu'elle vit tous les jours. Et c'est lui donner un moment, un temps, une sphère de plaisir. Et moi, je suis vraiment, vraiment toujours un peu horrifiée d'imaginer que parce qu'on a un handicap, on n'a pas de vie sexuelle ou on n'a pas de vie tout court. Non, non, on a une vie. Elle est avec nos particularités et elle est importante. Et il faut absolument que la société se base sur ces particularités. C'est-à-dire qu'elle aménage plutôt des lieux où tout le monde peut se retrouver ensemble. Les magasins, ils commencent à le faire, par exemple, dans l'autisme. On commence tout juste à commencer à donner quelques horaires. Il y a eu la foire de Rapano qui a fait aussi un effort en disant tel jour, on va baisser la musique, on va permettre à la population. C'est important, je pense, que toute la population, quelle que soit sa particularité, que ce soit visible ou invisible, puisse vivre et pas avoir besoin de se battre
tout le temps pour pouvoir avoir ce droit de vivre. Et c'est ça qui est important, je pense. Oui, on parle là donc de la société inclusive. Selon toi, on en fait assez, pas assez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage? Non, je pense qu'on n'en fait pas assez et qu'il faudrait effectivement sortir de nos habitudes, sortir de nos routines et nous permettre peut-être finalement de nous rencontrer tels que nous sommes. Et ça permettrait de nous faciliter tous la vie. Parce que finalement, on est tous des humains, on est tous sur cette planète et on a tous notre place. En fait, c'est ça qui est important, c'est comment avoir tous sa place dans ce monde. Et au contraire, moi, je pense qu'on se nourrit de la différence des autres. Et que plus on se nourrit de la différence des autres, et plus finalement on peut se comprendre. Et on le voit très bien dans les écoles, quand il y a des enfants qui ont des particularités, que ce soit dans les écoles ou dans les crèches. Ça nourrit l'esprit de l'enfant, ça nourrit notre esprit d'adulte aussi. C'est important de nous nourrir de l'autre. D'accord. Alors, pour finir, 2 petits mots concernant ton implication au sein de l'association Handicap Solidaire, future trésorière. Pourquoi l'implication dans le milieu social associatif? Alors, parce que moi, j'aime m'investir personnellement dans des associations. Donc voilà, et que là, j'avais pas encore fait mon choix sur la Réunion. D'accord. Voilà. Et puis, voilà, cette association me plaît beaucoup par justement sa disponibilité, son envie finalement de réunir beaucoup de personnes et de faire que les différences de chacun puissent faire un maillon, une chaîne. Et donc moi, ça j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis investie dans l'association. Et parce que j'ai peut-être aussi, moi aussi, envie de bouger finalement un petit peu les institutions, bouger un petit peu la façon dont on peut percevoir finalement le handicap visible ou invisible. Parce que c'est vrai qu'on a dans le handicap invisible l'invisibilité de le voir. Hein. Et c'est pas parce que la personne, ça ne se voit pas physiquement qu'il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Donc c'est aussi permettre de mettre de la lumière sur des zones d'ombre parce que par pudeur, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire énormément d'efforts pour cacher qui ils sont réellement. Et je pense qu'il est temps maintenant de faire tomber les masques pour tout le monde. On a une société, elle est avec les particularités qu'elle a, elle a les individus qu'elle a, et nous devons tous être heureux de les accueillir comme ils sont, parce qu'on est tous, pour moi, on est tous des diamants. Voilà, donc comme on est tous des diamants, il faut qu'on puisse vivre et montrer notre belle luminosité. On est tous des diamants. Les mots de la fin, quoi de mieux? Restons et soyons donc des diamants. Merci Marie-Françoise en tout cas pour cet échange. Merci aux radios culturelles. Merci à toutes pour votre écoute. Nous retrouvons très bientôt. Au revoir. Au revoir.